Oubliez un peu tout ce que vous pensiez savoir sur l'IA. Parce que cette semaine, à Davos, la conversation a complètement basculé. Vraiment. On n'est plus en train de se demander si l'IA va changer le monde. Non, la vraie question c'est qu'est-ce qui se passe après? Allez, on plonge dedans. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pensez-y, l'IA, c'est une infrastructure. Et une infrastructure, que ce soit les autoroutes ou Internet, ça ne demande jamais la permission. Ça arrive et ça redessine tout ce qui est construit dessus, que ça nous plaise ou non. Ok, alors comment on fait pour naviguer dans cette nouvelle réalité? On va décortiquer les perspectives de 4 penseurs qui ont vraiment secoué le forum: Amodei de chez Anthropic, Nadella de Microsoft, Karp de Palantir et puis Elon Musk. Leurs visions, vous allez voir, elles sont très différentes, mais ensemble, elles dessinent une feuille de route étonnamment cohérente. Allez, on commence par le débat le plus fondamental, celui qui a été mené par Dario Amodei et Demis Hassabis de DeepMind. La question, ce n'est même plus de savoir si l'IA devient plus intelligente. Ça, c'est acquis. Non, la vraie interrogation, c'est à quelle vitesse est-ce qu'elle va accélérer sa propre progression? Voilà, c'est la grande question qui a plané sur toute leur conversation. Est-ce qu'on est en train de s'approcher d'un point de bascule? Un moment où l'IA devient le principal moteur de sa propre évolution et où nous, les humains, on se retrouve un peu sur le bas-côté. Ok, donc au cœur du débat, il y a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a Amodei. Pour lui, c'est presque une boucle d'ingénierie pure. L'IA écrit du code, ce code permet de créer une meilleure IA, et hop, la vitesse devient exponentielle. Et de l'autre côté, on a Hassabis, qui met un peu le haut là. Il dit « Attention, le monde réel, ça crée de la friction. La biologie, les expériences physiques, tout ça, ça agit comme un frein. Le progrès reste spectaculaire, oui, mais il est plus linéaire. » Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le désaccord ne porte pas vraiment sur l'intelligence finale de l'IA. Non, il porte sur la vitesse à laquelle la réalité va ou non freiner sa progression. Et la conclusion, elle fait un peu froid dans le dos. Que ce soit l'un ou l'autre qui ait raison, une chose est sûre. Notre société n'est absolument pas préparée pour la vitesse dont il parle. Maintenant, on change de perspective avec Satya Nadella. Lui, il nous propose un cadre de pensée complètement différent. Pour lui, l'IA, ce n'est pas juste un outil de plus. Non, c'est un platform shift, un changement de plateforme complet. En gros, une restructuration totale de notre façon de travailler. Un changement de plateforme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez simple en fait. Ça arrive quand une technologie numérise quelque chose de fondamental, quand elle réduit son coût pour le copier à presque zéro, et que du coup, ça crée des manières de travailler et des structures de pouvoir complètement nouvelles. Ça redessine toutes les cartes. Et cette frise, elle illustre ça parfaitement. Dans les années 80, le PC a numérisé la productivité individuelle. Dans les années 90, Internet a fait la même chose pour l'accès à l'information. Puis le cloud pour l'infrastructure, et aujourd'hui, l'IA. Elle numérise quelque chose de bien plus intime, de bien plus fondamental, le raisonnement lui-même. Et ça change absolument tout. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un souscripteur en assurance. Avant l'IA, c'était un processus lent, coûteux. On avait des analystes juniors qui collectaient les données, puis des managers intermédiaires qui examinaient les dossiers, et enfin des seniors qui validaient les cas compliqués. L'information était morcelée, le raisonnement était lent, hiérarchique. Et maintenant, regardez la différence. C'est le jour et la nuit. L'IA, elle, avale tous les documents instantanément. Elle analyse des milliers de variables, elle signale les anomalies et elle explique même ses décisions. Le raisonnement est devenu un logiciel. Résultat, un seul senior peut superviser un travail qui, avant, nécessitait des dizaines de personnes. C'est plus rapide, c'est plus précis, et toute l'organisation s'aplatit. Et c'est ça la conséquence la plus profonde, et souvent invisible. L'IA, en fait, elle fait sauter les silos. Elle fait disparaître les couches de management qui ne servaient qu'à faire transiter l'information. La bonne vieille pyramide organisationnelle, celle qui a structuré nos entreprises pendant un siècle, elle commence sérieusement à se fissurer. Allez, on passe maintenant à Alex Karp, le PDG de Palantir. Et avec lui, attention, c'est un retour brutal à la réalité. Fini la théorie. Pour Karp, l'IA, ce n'est pas du tout une baguette magique. C'est un test de vérité. Cette citation, elle est vraiment percutante. L'IA ne répare pas les mauvais systèmes. Elle les met à l'épreuve. Ce que ça veut dire, c'est que l'IA ne se soucie pas de vos belles présentations PowerPoint. Elle récompense les organisations qui fonctionnent vraiment dans le monde réel. Et elle expose au grand jour celles qui sont fragiles. Et pour illustrer ça, il prend un exemple qui est un véritable test de stress ultime, l'Ukraine. Imaginez le contexte. La connectivité est coupée, les données sont en désordre, chaotiques. Les niveaux de sécurité varient d'une personne à l'autre, l'ennemi brouille les signaux, et au milieu de tout ça, il faut prendre des décisions vitales, rapides et fiables.
Soyons honnêtes, la plupart de nos organisations ne sont absolument pas construites pour un tel chaos. Donc le message de Karp, il est limpide. Le succès avec l'IA, ça ne dépend pas d'avoir les algorithmes les plus sophistiqués. Non, ça dépend d'avoir un système opérationnel qui est capable de prendre le chaos du monde réel et de le transformer en action structurée. Si on n'a pas ça, l'IA ne fera qu'amplifier nos faiblesses et accélérer notre échec. Et on termine avec Elon Musk qui, comme à son habitude, vient changer complètement la perspective. Il nous dit en substance, arrêtez de regarder les algorithmes pendant 5 minutes et concentrez-vous sur la physique, sur les atomes, sur l'énergie, sur la fabrication. Ce graphique, il est d'une simplicité redoutable. D'un côté, la production de puces pour l'IA, ça explose, c'est exponentiel. De l'autre, la production mondiale d'électricité, elle stagne, avec une petite croissance de 3% par an. Pour Musk, le vrai goulot d'étranglement de l'IA, le vrai facteur limitant, ce ne sont pas les algorithmes, ce sont les watts. Et ça, c'est une idée économique très puissante. Si l'intelligence, le raisonnement devient une commodité presque gratuite comme l'eau du robinet, alors l'avantage compétitif ne réside plus dans l'IA elle-même. Il se déplace vers sa mise en œuvre physique. La question devient qui peut construire les robots, qui peut bâtir les usines et qui peut fournir l'énergie pour faire tourner tout ça. Et c'est là qu'il pose une question qui est totalement contre-intuitive. Une question qui force à repenser tout le problème à partir de zéro. La réponse, l'espace. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la pure logique d'ingénieur. Là-haut, l'énergie solaire est constante, 24/7. Le refroidissement, qui est un problème énorme sur Terre, est gratuit. Il suffit de rayonner la chaleur dans le vide. Si le vrai problème c'est l'énergie, alors il faut aller là où elle est la plus abondante et la moins chère. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on met bout à bout ces 4 perspectives, on peut en fait dessiner un mandat assez clair pour les dirigeants qui veulent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans cette nouvelle ère. Alors, voilà les leçons clés à retenir. Premièrement, l'intelligence devient une ressource abondante, presque gratuite. Mais l'énergie pour l'alimenter et l'exécution pour l'appliquer, elle, reste rare et chère. Deuxièmement, l'IA va agir comme un révélateur. Elle va exposer brutalement les faiblesses de toute organisation. Troisièmement, le véritable avantage n'est plus dans l'invention de la technologie, mais dans la capacité à réorganiser le travail autour d'elle. Et enfin, on aura sans doute besoin de moins de monde, mais l'impact de chaque personne clé sera démultiplié. Et on termine avec cette question, la question que tout le monde devrait se poser en rentrant au bureau. On l'a vu, l'IA devient une infrastructure. Et une infrastructure, ça ne demande pas la permission pour tout changer. La question n'est donc plus de savoir si on doit l'adopter. La seule vraie question, c'est est-ce que notre organisation, telle qu'elle est construite aujourd'hui, est prête pour ce qui arrive ?